Yo, l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Media now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media là. Bien, nous va perdre du temps. On a commencé. Cool, yeah. Deuxième journée de l'économie consacrée au thème sécurité et investissement en Haïti. Je saisis l'occasion pour saluer le président de la République et le président. À la réalisation des objectifs stratégiques définis. La deuxième condition met en exergue la stabilité du cadre macroéconomique. Cette stabilité repose sur une saine gestion des finances publiques, du domaine et du foncier. La troisième condition demeure dans la prévention des risques de perte de ces biens. La prévention signifie que les organes de maintien de l'ordre et de la sécurité publique sont efficients et efficaces. Mais un constat s'impose. Un certain nombre de risques pèsent sur l'investissement dans notre pays. Certains de ces risques sont d'ordre administratif, défaillance de l'administration prise en otage par des réseaux de pouvoir parallèles qui contrôlent les processus de commande publique et des marchés publics, parasitant les mécanismes décisionnels à leur profit. D'ordre économique, manque de contrôle de la contrebande, des pratiques anticoncurrentielles ou pratiques commerciales déloyales, manque de protection des titres de propriété et des contrats, absence de mécanismes de veille stratégique sur les évolutions économiques d'intérêt majeur, absence de surveillance des risques et menaces, ainsi que de prévention des ingérences étrangères dans le système économique, absence de protection du secret des affaires. D'ordre financier, gâchis financier, incertitude fiscale et douanière, corruption et autres crimes financiers. Enfin, d'ordre foncier, l'anarchie domaniale, l'éloignement de l'administration foncière des administrés, le déficit des mécanismes de facilitation de l'accès sécurisé à la terre, le manque d'informations foncières. D'autres risques sont liés à l'effondrement de l'ordre de la sécurité publique impliquant l'absence de protection des vies et des biens, la porosité des frontières terrestres, maritimes et aériennes, des entraves multiformes à la circulation des biens et des personnes, le fondement du cadre de sécurisation des investissements. En somme, tout ceci pour dire que la création d'un cadre sécuritaire favorable à l'investissement n'est pas simple. Elle implique des stratégies croisées de renforcement de la capacité de pilotage des politiques publiques, de discipline monétaire, budgétaire et commerciale, de bonne gestion du domaine et du foncier, le maintien de l'ordre et de la sécurité publique,
D'où la nécessité d'engager une réflexion très sérieuse entre les acteurs en charge de ces politiques. C'est à cette réflexion qu'on est convié ce matin. Et les discussions s'articuleront autour de 2 panels. Le premier panel porte sur la gestion des risques administratifs, économiques, financiers et fonciers. Ces risques intègrent la problématique relative au pilotage des politiques publiques et à la gestion des finances publiques et du domaine foncier. Le second panel concerne la gestion des risques liés à l'effondrement de l'ordre de la sécurité publique. Il sera ici question de discuter des mesures visant à augmenter l'efficience et l'efficacité de la justice, de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, renforcer la sécurité intérieure et la sécurité aux frontières territoriales, faciliter la circulation des biens et des personnes, améliorer le cadre de sécurisation des investissements. Enfin, il s'agira de capitaliser sur les résultats des réflexions du jour afin de concevoir et d'élaborer des politiques publiques cohérentes, garantissant une meilleure sécurisation de l'investissement et du climat des affaires en Haïti. D'entrée de jeu, je tiens à remercier le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour s'être mis disponible pour le gouvernement. Et en effet, il a participé à nos multiples rencontres stratégiques. Et a lancé, cela doit faire 1 mois et 3 jours, la première journée de l'économie le 28 août 2020, tenue sous le thème taux de change et stabilisation des prix. Les discussions de cette première journée de l'économie étaient axées autour de 3 séries de mesures prises par le gouvernement pour contrer une envolée du taux de change qui a atteint 120 gourdes pour $1 américain au début du mois d'août, avec une inflation galopante comme corollaire. Au cours de cette période, l'inflation a en effet atteint un taux de 25% et quasiment tous les produits fréquemment consommés en sont touchés. Tel est le cas de l'essence et celui des produits alimentaires. On peut y ajouter certains biens comme les appareils électroménagers, les vêtements, y compris des services aussi essentiels que la santé et l'éducation. Mais ce sont les dépenses alimentaires qui ont les plus affectées par cette inflation. Puisque les salaires n'augmentent pas, les ménages ont subi une baisse drastique de leur pouvoir d'achat. Et tout cela se développait sous fond d'une dollarisation partielle de l'économie. Quasiment tous les biens et services privés étaient indexés directement ou indirectement sur le taux de change. La question n'est pas d'être pour ou contre la dollarisation. C'est la dollarisation partielle de l'économie qui a posé un problème macroéconomique et social. Dans la pratique, le commerçant ou fournisseur de services adressait sa facture en devise ou en gourde indexée sous son propre taux du jour, qui est souvent abusif. Alors qu'il libellait en gourde ses charges salariales et ses obligations envers l'État, c'est-à-dire les impôts et paiement des services à l'EDH, de la DINEPA, ainsi de suite. Autrement dit, tous les salariés ne perçoivent pas leur salaire en dollars. Et les factures des services publics sont payées en gourde. En fin de compte, la dollarisation partielle de l'économie devenait une source substantielle de gains pour les commerçants et fournisseurs des services économiques et financiers aux dépens des consommateurs
très vulnérables et de l'État. Les mesures prises par le gouvernement pour libérer les consommateurs de ces abus et protéger notre cadre macroéconomique contre ces pratiques déstabilisatrices, le gouvernement a dû prendre, comme je viens de le souligner, 3 grandes séries de mesures. La première concerne l'avis du 7 août 2020 publié par la Banque de la République d'Haïti annonçant l'injection progressive de 150 millions de dollars pour augmenter l'offre de devises sur le marché de change. La seconde série de mesures se rapporte au communiqué numéro 4 du ministère du Commerce et de l'Industrie daté du 31 août 2020, accordant un délai de 72 heures aux entreprises pour se soumettre sans exception à l'exigence de libeller et d'afficher les prix des produits en gourde, conformément à l'arrêté du 19 septembre 2018. Enfin, le gouvernement s'est résolu à pratiquer le cash management pour éviter de recourir au financement monétaire des déficits budgétaires et à clôturer par anticipation l'exercice fiscal 2019-2020 au 30 août 2020. En référence, arrêté du 30 août 2020 fixant la date de clôture anticipée des engagements de l'exercice 2019-2020. En guise de résultat, l'ensemble des mesures du gouvernement sur la stabilisation des taux de change et la maîtrise de l'inflation commence à donner des résultats satisfaisants. La situation d'inquiétude face à la hausse du taux de change est contrôlée. À l'heure actuelle, le dollar se change à moins de 65 gourdes. Il a ainsi retrouvé grosso modo le taux de février 2017, la date de prise en fonction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les prix de beaucoup de produits s'affichent à la baisse sur le marché national. La population s'en réjouit et s'approprie de ces mesures. Des sanctions sont prévues contre ces actes. Et la Banque de la République d'Haïti ainsi que le ministère du Commerce et de l'Industrie ont déjà mis en place un système de veille en vue de détecter les pratiques de violation ou de détournement des mesures subventionnées. Ces sanctions ne visent pas à supprimer la liberté de commerce. Il s'agit au fond de garantir l'intérêt public et stabiliser notre cadre macroéconomique en vue de sécuriser l'investissement. Pour les perspectives, nous ne pouvons pas développer un pays sans des capitaux. Mais ces derniers, je veux parler des capitaux, ont peur de turbulences et le climat de violence récurrente de toute forme auquel Haïti a toujours fait face. La croissance économique n'aboutira pas sans investissement, donc sans un climat sécuritaire durable. Le gouvernement se met au travail et lance ce vaste chantier relatif à la lutte contre la violence, l'insécurité foncière, la corruption, la défaillance au niveau du pilotage des politiques publiques, le grand banditisme, la contrebande, l'absence de concurrence. Ce sont des fléaux qui dégradent le climat des affaires et qui nuisent fortement à l'économie nationale. D'où la nécessité de continuer à engager des discussions sérieuses sur la sécurité et l'investissement en Haïti. C'est à cet exercice que vous êtes conviés ce matin. Je vous remercie. J'ai l'immense plaisir de lancer les travaux de la deuxième journée de l'économie consacrée au thème sécurité et investissement en Haïti.
Le contexte macroéconomique a bien changé depuis le lancement de la première journée le 28 août dernier. La population commence à constater une amélioration dans son assiette. Le prix des produits de première nécessité comme la farine, l'huile, le riz, les pâtes alimentaires et autres affichent une tendance à la baisse. C'est le résultat concret des mesures monétaires, budgétaires et commerciales qui avaient fait l'objet de la première journée. Des mesures qui ont pour effet une baisse du taux de change du dollar. Aujourd'hui, ce taux de change est plus bas que celui de février 2017, lorsque nous avons accédé aux responsabilités, soit 67 gouttes pour $1. Au mois de juillet-août, toutes les conditions étaient réunies pour qu'une explosion sociale se produise dans le pays. En effet, on avait atteint le pic d'une évolution du taux de change du dollar américain. Au cours de la période allant du 1er octobre 1994 au 28 août 2020, le taux de change est passé de 13 gouttes à 120 gouttes pour $1 américain, soit une hausse de plus de 823%. Beaucoup ont attribué cette débâcle de la goutte à l'incompétence de mon administration, à la mauvaise gouvernance. Les secteurs de la déstabilisation ont sorti leur grosse artillerie de communication et de propagande négative pour produire du contenu sous forme de texte, d'audio et de vidéo en vue de faire passer de force ce message. Tout se passe comme si le pays devenait de plus en plus pauvre, avec une aggravation de la situation sous mon administration. Je suis un démocrate. Je crois en l'obligation de reddition de comptes. C'est sur cette base que je crois utile de faire la lumière sur ces critiques devant la nation, de rétablir les faits à l'occasion de ce grand forum. Mesdames, Messieurs, en février 2017, lorsque j'ai pris fonction comme président de la République, comme je viens de le rappeler, le taux de change était de l'ordre de 67 gouttes, environ pour $1 américain. Dans les mois suivants, la tendance du taux de change était même à la baisse. Fin juin, début juillet 2018, le dollar s'échangeait à 66 gouttes pour $1. Mais retenez bien cette date. Vers la fin du mois d'août 2018, le taux de change rattrapait son niveau de février 2017, soit 67 gouttes pour $1. Depuis cette date, on a assisté à une escalade du taux de change, mettant en exergue des attaques contre la goutte. Ces attaques sont en relation avec un autre phénomène constaté, la rareté du dollar américain. De fin août au 2 octobre 2018, mais chose curieuse, personne ne sait pour quelle raison, tout s'emballe en 2020. On est en plein cœur du confinement, toutes les activités économiques sont au point mort. L'importation, principale source de sortie de devises, a diminué de 25%. Dans le même temps, fait important à signaler, les transferts de la diaspora qui constituent la principale source de rentrée de devises dans le pays augmentent de 27%. Pourtant, de janvier 2020 à fin août 2020, le taux de change est passé de 91 gouttes à 120 gouttes pour $1. Dans ce jeu d'attaque contre la goutte, le grand commerce n'est pas en reste. Les prix sont libellés en dollars américains et des taux de change excessifs fixés arbitrairement
par le vendeur sont imposés à tout consommateur qui veut s'acquitter de sa facture en gouttes. En réaction, tout le monde se met à stocker des dollars, amplifiant ainsi la rareté de cette devise nécessaire aux transactions internationales, dont l'importation, l'achat en ligne sur le marché international, le paiement de frais universitaires des enfants poursuivant des études à l'étranger, etc. Mesdames, Messieurs, je viens de rappeler brièvement comment notre système macroéconomique a été l'objet d'attaques à travers la monnaie, un instrument de la politique de l'État. Attaquer la goude, c'est poser les bases de l'effondrement de notre État. En d'autres termes, ces attaques contre la goude n'avaient pas véritablement pour objet que le profit. À ce moment, le gouvernement de la République, à travers les autorités sectorielles, se devait de réagir afin d'éviter un chaos économico-financier qui pourrait pousser la population, plongée dans le désarroi et le désespoir, à venir grossir les rangs d'éventuels mouvements manifestement séditieux. Les mesures les plus promptes devaient être prises pour le bien-être de la majorité. Nous avions fait ce que le peuple attendait de nous. Mesdames, Messieurs, Premier ministre, ministre, secrétaire d'État, je voulais profiter de l'occasion ça pour me faire parler avec nous pendant le nouveau exercice fiscal ça. Ça me dit nous là, qu'à servir nous faire des routes pour l'année fiscale ça. Sous plan politique, moi je souhaite que tout gouvernement continue avec les réformes qui commençaient déjà. Je voulais parler des réformes dans l'infrastructure, port, aéroport, santé, l'école, route, énergie, pétrole, hydraulique et technologique. Sans nous pas oublier modernisation, administration publique là, renforcer police là avec la mine, réforme politique, organiser bon genre élection libre, transparent, inclusif, honnête, démocratique, avec participation tout le monde. Réforme ça c'est une obligation si nous voulons le pays à changer tout bon vrai. Corruption doit pigouer l'ennemi nous. Corruption et développement, c'est l'état citron. Nous devons continuer à aider mon gouvernement pour nous mettre l'État au service peuple là. Forme l'État peser sous ça, pas correspondre à la vision moi comme président. Il pas correspondre à Jean-Moué avenir peuple là. Moi-même comme président pays, nous sommes serviteurs peuple là. M'a demandé tout ministre, tout directeur qui a géré l'argent l'État qui c'est l'argent peuple là. Pour le faire ça avec un pile transparence, avec un pile responsabilité. Nous devons apprendre à rendre compte sous gestion. Nous devons venir plus près peuple là. Peuple là besoin de service nous. M'a demandé autorité dans la police là pour continuer à goumer. Pour goumer plus toujours contre phénomène d'insécurité. Mettez intelligence, mettez force pour nous mettre tout bandit en déroute. L'État a fait un pile d'efforts pour battre la police la moyen pour mettre l'ordre, discipline et sécurité dans tout département, dans toute commune, dans toute section rurale, dans tout quartier. Qu'est-ce que quartier monde qui pauvre, qu'est-ce que quartier monde qui riche. Tout le monde mérite sécurité à la ronde Baden. Nous mettons environ 1,6 milliard de gouttes dans le budget 2020-2021 pour la police qui a acheté équipement matériel, les besoins pour le peuple la sécurité. Parce que le peuple là, il y a deux plus gros problèmes. Premier, c'est la vie chère que le gouvernement a attaqué. Le gouvernement a attaqué le fort
et le gouvernement attaque tout bon vrai. Deuxième, c'est l'insécurité. C'est pour nous arriver sous le peuple là, pour nous faire quel content, parce que c'est pour ça le bon pouvoir, c'est pour ça la payer nous, c'est pour nous battre le service. Police là, ne doit jamais oublier qu'elle sortit dans la matrice peuple là, qui donc, il doit protéger bien peuple là et servir peuple là. Moi, qu'on a fait un job qui est difficile en pile. Moi-même, avec tout le gouvernement, pas jamais suspendre penser pour l'institution policière. Et moi, remercie le Premier ministre dans le gouvernement, dans le budget, ça, il y a un moyen pour renforcer les affaires assurance pour les policiers. Les blessés, les accidents, les familles qui ont des problèmes pour ne pas dans casse-tête. Premier ministre, compliment. Pour gérer ça. Je demande au ministre de la Défense pour continuer le processus de renforcement de la mer. La mer doit avoir un bon genre moyen. Il doit avoir un effectif et matériel pour jouer rôle dans la défense du territoire pays. Si vous avez des frontières, nous construire route avec infrastructure agricole, Jean Lamé commence à faire ça. Dans le barrage Marion, dans la route Kafou, Jean-François Follet, pour profiter, voyons un mot spécial pour militaires ça, qui brûlent, l'exercice fonctionne, dans sortir avec asphalte, gros monde, pour le porter dans une zone endroit pour asphalter route Kafou, Jean-François Follet, qui j'en lié depuis pays indépendant pour aujourd'hui. Et décision prend pour que c'est l'État haïtien. Et m'a dit nous encore merci, ministre des Travaux publics, ministre de la Défense, tout le monde à la honte des premiers ministres qui tous ces points nous pour nous camper derrière, pour nous construire route ça. C'est justice n'a fait à mon nord-ouest, c'est justice n'a fait à mon bord de paix. L'armée d'Haïti qui n'a jamais suspendu le travail dans le barrage La Tannerie. Barrage ça qui campé depuis 40 ans. Depuis 40 ans, il y a un goutte d'eau dans plein du Nord. Ça veut dire, plus précisément dans la zone quartier Mouin. Avec le travail que l'armée d'Haïti a fait aujourd'hui, avec le ministère de l'Agriculture, Travaux publics, de l'eau pour le tourner dans le canal pour user plusieurs milliers d'hectares dans plein du Nord. Le travail qu'a fait dans la route, dans mon département nord-est, côté pour connecter des communes, côté yon pas de jamais connecté avec l'autre. L'armée d'Haïti, travaux publics, chapeau pour nous. Et c'est ça que le peuple a demandé. L'imandons l'État, l'imandons l'armée, l'imandons la police qui. Et c'est ça, la justice, c'est une institution de violence politique qui les écraser en Algérie. Mais des droits de justice, ni pour mon pauvre, ni pour mon racasse, m'a toujours été sur chemin ça, chemin pour me servir le peuple là. M'a demandé auto. La justice pas bien fonctionné, pas jamais un bon investissement dans le pays. Parce que moun k'ap investi yo, ouais que l'État pas garanti investissement yo. Citoyens yo a perdu confiance dans l'autorité. Lundi 5 octobre ça k'ap venir, c'est ouverture travaux judiciaires yo. Depuis aujourd'hui, m'a souhaité tout magistrat yo, tout greffier yo, tout huissier yo. Bonne ouverture travaux judiciaires. Moi demandé pour système nan mettez en branle pour le réduire quantité de monde qui est en détention préventive prolongée dans la prison nous. Parce que dans pile monde qui pas qu'à payer avocat. C'est pour ça que on est loi sous assistance légale là qui passé et conseil d'administration mettait sous pied. C'est un moyen pour prisonniers qui pas qu'à payer avocat pour qu'à joindre avocat gratis pour plaider cause pour suspendre copie en prison sans raison. Dans moi qui vini là, pour une élection pour renouveler personnel politique pays. Tout
le monde qui veut venir diriger le pays, c'est une élection pour nous aller. Il y a des gens qui ne sont jamais d'accord à aller dans l'élection parce que vous connaissez pas bien. Les gens c'est fanatique transition. Transition pas dans ce collègues avec développement économique ni avec stabilité politique et sociale. Transition c'est séparer gâteau, bail vieux contrat champoel, profiter de pays. Politique qui te mêle sans personne pas responsable. Et puis après peuple a tombé dans la misère, dans la malcité. Moi ka dit dans tel pays ça moi on pas parler. Mais ça en pile moun wè fait que peut-être qu'a considéré comme gros bagage. C'est petit goutte de l'eau qui la dans l'océan. Gan pile l'autre bagage qui pour faire toujours. C'est pour ça que le pays a besoin de la paix. Le pays a besoin de stabilité pour tout bagage ça fait. Pour le peuple qui rejoindre ça pour lui, pour le pays qui souffre. Sous le plan économique, le gouvernement fait un pile d'efforts pour lever ce qu'on fait du goût là devant le dollar. Nous déterminés pour nous faire goût là stable, pour nous contrôler l'inflation, pour ne pas quitter la spéculation, faire goût là tourner les oreilles bourriques, pour nous combattre le marché noir. Nous dit bravo pour l'autorité Banque centrale, ministère des Finances et Premier ministre. Le peuple a senti baisse dollar dans la poche et dans l'assiette. Puis un pile produit, tant pour l'huile, d'huile, les spaghettis, pois, descendent dans le marché. Maintenant, des témoignages. Mais il faut me dire, ça pas qu'on finisse ça net. Nous avons demandé pour le ministre du Commerce là, pour le prendre en charge. Parce que l'autorité monétaire fait le travail. Maintenant, le ministre fait le bout. Tout commerçant doit plier en bas mesure gouvernement prend pour soulager le peuple là. Pas un monde, moi dis pas personne qui va comprendre au-dessus de la loi, quel que soit mon ou en bas la loi. Si on parle de monde qui fait marché noir, et spéculation, ou parle dans marché raconter devant le juge dans le tribunal, ça n'a pas besoin d'arriver là. Nous pas souhaiter ça arrive. On nous entend nous. Connaît que côté doit pas fini, c'est là pas l'autre commencer. Ça veut dire l'État qui était à terre, c'est lui-même n'a pas pour nous lever, pour nous faire venir servir. Pas oublier ou même cap travail, cap fait quoi qui parfois marché noir avec spéculation tenté. Mais pas oublier l'État, c'est lui-même qui est là pour la sécurité, qui peut construire route pour, qui peut retirer fatra dans la rue, qui peut construire l'école pour tout le monde. C'est l'État ça. C'est lui-même, l'aile du c'est pour respecter les règles là, il faut qu'à respecter. Qui donc, n'a pas de collaboration chaque acteur pour faire principe à mesures appliquées. Monde qui est dans le secteur privé, monde qui fait gros business dans le pays. Nous tous ces des acteurs, il faut nous mettre ensemble avec l'État, ensemble avec le ministre du Commerce, dans bon genre collaboration pour nous arriver à croiser les affaires de spéculation avec le marché noir. Dollar aujourd'hui, Banque centrale sortit taux référence là chaque jour. Tout le monde doit respecter. Tout le monde à la monde badé. Taux référence Banque centrale là, tout le monde. Quel que soit le monde qui a vendu dans la market, que c'est ça qui n'a marché, quel que soit le commerce qu'on fait, taux par là, pas qu'à gagner 20 points, pas qu'à gagner 10 points, pas qu'à gagner 5 points, pas qu'à gagner 1 point en plus que taux DRH là. Taux qui est applicable là, c'est taux Banque centrale là. Le budget ça est préparé avec deux grandes préoccupations majeures. Il y a un rapport avec les finances publiques.
c'est-à-dire arriver doter PIA de documents de référence qui fait sortir niveau recette avec dépenses l'État comptait entrer pendant l'exercice 2020-2021 et aussi pour nous initier première année de mise en œuvre document nous les pré-POC là qui c'est programme de relance post-Covid, programme de relance économique post-Covid qui lui-même va aller sur une période de 2020 à 2023. Donc budget ça il était commencé à préparer tout de suite après nous définir adopter budget 2019-2020. Donc ministère Finances de concert avec le ministère de la Planification sur les instructions du Premier ministre nous mettons notre travail et ce budget ça a matin mon avantage présenté nous. Donc les grandes orientations du budget 2020-2021. Donc le budget est élaboré dans un contexte post-Covid-19. Nous dit post-Covid, même quand nous connaissons les résurgences qui a fait dans niveau certains pays, mais nous-mêmes, Dieu merci jusque-là, nous n'avons pas trop de dégâts qui ont enregistré. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons réfléchi dans après Covid. Donc budget ça, il se veut d'être une réponse articulée à la gestion des dépenses publiques en tenant compte de la raréfaction des ressources. S'inscrivant dans un processus de relance des activités économiques, le présent budget détermine l'affectation des ressources et des charges de l'État en fonction des grands objectifs de développement. À cet effet, le nouveau budget consacrera comme axe prioritaire le renforcement de la sécurité et de l'état de droit pour redonner confiance à la population et faciliter aux opérateurs tant publics que privés l'exercice de leurs activités. Le renforcement des services d'infrastructure existants pour réduire les coûts de production et contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie ainsi que l'accès à l'énergie. Le renforcement des politiques d'inclusion sociale pour répondre aux urgences engendrées par les crises sociopolitiques répétitives dont les effets ont été exacerbés par la pandémie Covid-19 et l'amélioration de la gouvernance, notamment l'efficacité de la gestion publique. Comme objectif du budget, on a retenu le relèvement de la croissance, une accélération de la création d'emplois par l'extension des parcs industriels et des zones franches et la création d'entreprises, notamment les micro, petites et moyennes entreprises dans les secteurs porteurs, en particulier l'agro-industrie, le tourisme, par le développement du tourisme local et du tourisme de croisière. L'immobilier en encourageant les initiatives privées, les partenariats publics-privés dans le secteur logement. Et en dernier lieu, le numérique. Donc, le budget a été élaboré, comme je vous dis, dans un contexte particulier. Les perspectives macroéconomiques et les hypothèses qui ont été retenues dans le cadre de l'élaboration de ce budget. Comme vous savez, la pandémie Covid-19 a davantage plombé les perspectives macroéconomiques déjà difficiles. Toutefois, tenant compte de la mise en œuvre de certaines réformes, des politiques de diversification et de transformation structurelle de l'économie haïtienne pour soutenir la base productive et créer des emplois, la réduction de la facture des importations par la diversification des produits à l'export, le budget 2020-2021 table sur les hypothèses macroéconomiques suivantes. Une croissance de PIB de l'ordre de 2,4%, une inflation de fin d'exercice
estimé à 18,2% en glissement annuel, des recettes fiscales projetées à 132 milliards de gouttes, une pression fiscale de 8,4% contre 6,5% l'année précédente. Donc la pression, ce n'est pas qu'elle soit faible. Donc la pression que vous observez là présentement, elle est due à une révision qui a été faite de la base au niveau des comptes nationaux par l'IHSI, l'Institut haïtien d'informatique et de statistique. Donc l'année dernière, nous avons dans le budget, nous avons gagné un taux de pression qui était 10,5%. Année ça, nous avons plus de recettes, mais nous avons une pression fiscale là, les diminuer. Les diminuer, c'est parce que, bon, pour une pression fiscale là, c'est ensemble des prélèvements sur le produit intérieur brut. Donc, comme nous avons revisité les comptes nationaux au niveau de l'IHSI, base la vie élargie, c'est ça que fait même là, nous avons plus de recettes, année à pression, il paraît plus faible que l'année dernière. Des émissions nettes de trésorerie, ça nous est les bons du trésor là, qui a privé à hauteur de 25 milliards de gouttes, et un financement monétaire de la Banque centrale à hauteur de 37,1 milliards de gouttes. Donc, je vais rapidement vous énumérer les grandes masses, les chiffres les plus importants du budget. Je nous dis, le budget a son budget grande masse là, c'est-à-dire l'ensemble des recettes, l'ensemble des dépenses, il fait 254,7 milliards de gouttes. 254,7 milliards de gouttes. Donc, ce montant, ça nous gagne et dans recettes et dans dépenses. Donc, comment montant ça lui-même, les répartis, les composés, nous gagnons des recettes courantes, c'est-à-dire les recettes qui vont être générées par la DGI, la douane, les organismes que l'État possède, les organismes autonomes. Et puis, nous gagnons autres recettes. Donc, c'est ça qui baille 132,6 milliards de gouttes. Après, nous avons un support budgétaire qui fait 9,9 milliards de gouttes. Support budgétaire là, c'est lui-même nous attendre de communauté internationale là toujours. 9,9 milliards de gouttes. Nous avons un financement qui sortit dans le cadre de l'annulation de la dette envers FMI qui fait 2,1 milliards de gouttes. Nous avons un autre financement interne des projets qui fait 19,7 milliards de gouttes. Nous avons les dons et emprunts qui fait 28 milliards de gouttes. Et puis, j'en ai dit non, les bons du trésor qui font 25 milliards de gouttes. Et puis, le financement de la Banque centrale qui se situera autour de 37,1 milliards de gouttes sur l'exercice. Donc, comme ça, comment qui ça va couvrir comme dépenses? Nous gagnons les dépenses courantes de l'État pour l'année qui a fait 136,1 milliards de gouttes. Ça nous est les dépenses courantes là, c'est dépenses de personnel qui lui-même a représenté presque 67 milliards de gouttes. Nous avons les dépenses de biens et services qui pourraient représenter un peu plus de 37 milliards de gouttes. Et puis nous gagnons coûts part et subventions qui pourraient faire 26,2 milliards de gouttes. Intérêt de la dette qui fait 6,1 milliards de gouttes. Ça c'est pour les dépenses, ça nous est les dépenses courantes. Donc dépenses courantes, si nous regardons, l'année dernière, il était 121 milliards de gouttes. Année ça, il passait à 136 milliards de gouttes. Donc nous gagnons l'autre composante de dépenses, c'est ça nous est les dépenses de capital. Dans les dépenses de capital, nous gagnons les programmes et projets, nous gagnons les immobilisations et puis nous gagnons amortissement de la dette. Pour programmes et projets, nous gagnons
financement du trésor public, c'est-à-dire projet que finance et trésor public a financé dans le budget ça, la montée à 24,1 milliards de gouttes. Nous avons une annulation FMI qui fait 2,1 milliards de gouttes. Nous avons autre financement interne qui fait 19,7 milliards de gouttes. Et puis, nous avons les dons et emprunts qui fait 28 milliards de gouttes. Comme autre point, nous avons parlé de immobilisation. Immobilisation, il fait 1,2 milliards de gouttes. Ça qui est entré dans l'immobilisation, c'est ensemble de équipements que l'administration publique là a acheté pendant l'année, c'est-à-dire ordinateur pour fonctionner et si nous avons besoin bureau, tout ça, c'est ça qui nous relève immobilisation. C'est des biens que durée de vie aller au-delà d'une année. Qui veut dire c'est des biens qui ont mérité amortis sur un certain nombre d'années. Après ça, nous avons amortissement de la dette. Amortissement de la dette qui représente 43 points et environ 43 milliards de gouttes. C'est pratiquement le poste le plus important du budget, l'amortissement de la dette. Donc, ça nous capable de dire. La répartition des allocations sur base sectorielle, bien qu'en deçà des enveloppes sollicitées, l'on dit ça, le budget a préparé, tout ministère, même produit des demandes. Donc, demande ça, viennent lieu à ça nous les arbitrages parce que par exemple, il y a suffisamment de cob par rapport à demande. Donc, c'est ça, nous-mêmes nous dit, même nous bail, nous cob qui pas répondre à demande ministérielle, mais nous prenons en compte appréciation constatée récemment au niveau de la monnaie nationale. Tout le monde constaté que Goudla il prend valeur ces derniers temps. Donc, c'est-à-dire, même nous baillons au montant qui peut-être pas répondre à ça a été besoin, mais nous estimons, je dis à Goudlan, il reprend même valeur l'ITE en 2017-2018, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des institutions, il retourné à saleté en 2017-2018, même le y a moins scope dans le il est capable d'acheter, même bien il était acheté en 2017-2018. Pensez nous saisir. En dépit des contraintes financières rendant difficile les arbitrages, une augmentation des crédits alloués aux dépenses de personnel de toutes les entités administratives est accordée pour prendre en compte. Je veux dire, sinon, je ne tape pas l'État, je parle d'augmentation dans le niveau dépenses de personnel. Dépenses de personnel, puis gros poste qu'il a donné, c'est ça, les salaires. Donc, salaire là, il augmenté à l'État, c'est pas parce que l'État choisit une augmentation, mais il augmenté. Alors, je vais expliquer une raison qui fait salaire augmenté. C'est parce que nous avons des gens qui travaillent, qui ont touché moins que salaire minimum. Donc, dans ce sens-là, je vais citer pour nous, si nous prenons un ménagère dans la fonction publique, là, un ménagère qui t'a touché dans la fonction publique, là, 10 000 gouttes, il était en bas salaire minimum. Là. Donc, la recevoir une augmentation de 55% qui a porté salaire à 15 500 gouttes. Donc, c'est pratiquement correction ça qui porté. Donc, nous comprenons les corrections qui fait en bas, les gagnent des répercussions sur toute l'autre qui vient. Mais on a pris sur nous au ministère de gérer de manière à ce que nous sortions dans 55, les arriver jusqu'à 5%. C'est-à-dire, les gens qui bénéficient d'un plus haut salaire, ils bénéficient de 5%. Et puis, ils descendent dépendamment de côté dans l'échelon, dans la grille salariale là. Donc, nous avons un pourcentage. Donc, il varie de 5 à 55%, mais c'est les gens qui sont plus notamment les gens qui étaient en bas, ça nous les salaires minimum. Si nous prenons exemple, et nous prenons le cas d'un policier. Un policier, il recevra un agent 1, il recevra une augmentation de 17%. Un professeur à l'école qui était un chef simple,
tant que professeur dans le lycée, lui-même il recevra une augmentation, puisque salaire était 13 200 gouttes, il recevra une augmentation de 37%. Donc, je cite ça comme à titre d'exemple. Ok, donc dans le cadre budget, ça, il y a une enveloppe substantielle qui est mobilisée pour l'implantation ces secteurs agricoles là. Donc, nous voulons faire substitution à l'import, c'est-à-dire pour nous gagner des produits qui pour faire nous faire moins importation, c'est-à-dire pour nous être cohérents, c'est-à-dire Jean goût de la valeur, pour nous pas chita non, besoin de la pour nous faire importation. Donc, gagner l'ODVA qui va être encouragé pour cette année dans la production du riz dans la vallée Antibonite là. Nous parlons de BNDA lui-même qui prend là. La principale mission, c'est l'octroi de crédit au secteur agricole. Donc, il y a une enveloppe assez conséquente qui est mise à disposition de cette banque. Déjà, dans le premier budget 19-20, c'est une partie nous te mettons à disposition. Maintenant, 20-21, ils joignent plus pour être capable de démarrer avec les opérations d'octroi de crédit. Nous gagnons les crédits du ministère de la Justice qui lui-même est augmenté substantiellement. Nous avons songé, une grande orientation, nous avons cité, c'est la sécurité. Sécurité pour permettre aux opérateurs économiques d'évoluer dans l'activité. C'est-à-dire que le ministère de la Justice l'a sorti avec une enveloppe conséquente qui pourrait aller pour renforcer la police. Donc, il y a un pile d'équipement qui va l'acheter pour la police dans le courant de l'exercice 2020-2021 qui peut aider, garantir sécurité sur toute l'étendue du territoire pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Nous gagnons tous les forces armées qui, aux côtés de la police, doivent assurer sécurité population. Donc, forces armées, lui-même tout, lui a gagné une partie assez importante dans le budget 2020-2021. Donc, pour garantir les acquis démocratiques, comme vous le savez, un conseil électoral provisoire a été installé et des crédits sont prévus pour le financement des activités électorales pendant l'exercice 2020-2021. Le ministère de l'Environnement, donc, fait partie des priorités également, parce que il y a 5 nouveaux centres de germoplasme qui sont construits dans l'ouest, le sud-est, l'Antibonite, le centre et le nord-est pour faciliter, pour encourager le reboisement. Donc, pour être cohérent avec les mesures qui sont prises au fait d'arriver à ce que nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire une appréciation de la monnaie nationale, nous connaissons plusieurs entités qui eux-mêmes mettaient force ensemble, non seulement pour préparer mesures, mais pour assurer de suivi mesures, c'est-à-dire de mise en œuvre mesures. Donc, nous connaissons le ministère des Finances qui, comme autorité budgétaire et financière, de concert avec la Banque centrale qui lui-même c'est autorité monétaire. Donc, nous travaillons ensemble pour nous arriver à joindre une amélioration au niveau du taux de change. Donc, ce que tout le monde constate. Donc, la mise en œuvre là, pour assurer mise en œuvre là, suivi, ce n'est pas nous qui pouvons faire. La Banque centrale, très certainement, à travers la direction de la supervision bancaire, l'a assuré que toute disposition est respectée dans le système bancaire, mais nous avons un ministère du commerce qui lui-même a un rôle très important pour jouer. Et dans ce sens, dans le budget, il y a des montants que vous mettez à disposition entités qui sont impliquées dans le suivi de ces mesures. Donc, nous allons aller tout droit dans la répartition sectorielle, c'est-à-dire de l'enveloppe, c'est-à-dire qui s'accalibre un secteur. Et l'analyse de la répartition sectorielle de l'enveloppe
pour refléter la réalité, doit tenir compte de moins 3 critères. La part allouée, c'est-à-dire c'est à l'aune de ces critères qu'il faut voir les efforts qui sont consentis et par l'international et par le Trésor public. Donc la part allouée au fonctionnement qui est supportée exclusivement par le Trésor public, le financement interne des programmes et projets et les dépenses d'investissement financées par les dons et emprunts. Donc l'analyse des crédits de fonctionnement, place le service de la dette, j'aime dit non, les interventions publiques et les dotations spéciales, subventions au secteur de l'énergie, au premier rang dans le budget. Donc nous avons le service de la dette, nous avons les subventions, et puis nous avons les dotations spéciales, c'est au même d'après qui occupent les parts les plus importantes du budget. Donc, pour le secteur énergie, je viens de faire déjà dans le budget 2019-2020. Donc, nous faisons en sorte à ce qu'il y ait de la transparence parce que il y a une ligne qui est allée pour EDH qui prend en compte les centrales PBM que nous connaissons, qui Carrefour, Gonaïve et au Cap-Haïtien. Et puis, il y a avec nouvelle tête qui gagne dans EDH, nous assurons que gagne au minimum d'électricité qui est distribuée en faveur de la population. Donc, hormis les secteurs des autres administrations qui regroupent des crédits qui de par leur caractère spécifique et transversal ne peuvent être affectés à un ministère particulier. Donc, nous allons gagner le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est ce ministère qui reçoit en termes de budget de fonctionnement la part la plus importante. Budget de fonctionnement ministère de l'Éducation nationale là, il fait 23,9 milliards de gouttes. Soit 13,3% de l'enveloppe totale. Après, nous avons le ministère de la Justice qui lui-même prend compte tout personnel policier, plus engagement qu'il prend en matière de sécurité, qui lui-même a une enveloppe qui représentait 10% de l'enveloppe globale. Donc, il sortit à 17,8 milliards de gouttes. En troisième position, nous avons le ministère des Finances, qui lui-même a un paquet d'institutions sous tutelle. C'est sous le compte ministère des Finances, la douane, la DGI, l'IHSI. Pour me citer ça seulement, nous avons ULCC. Donc, un paquet d'entités qui dépendent du ministère des Finances. C'est ça qui expliquait que budget, en termes de budget de fonctionnement, il est arrivé à hauteur de 8 milliards de gouttes. Et sans compter, nous avons le déploiement des contrôleurs financiers, nous avons le corps des inspecteurs généraux des finances qui est très impliqué dans le contrôle. Donc ensuite, nous avons le ministère de la Santé publique qui gagne une enveloppe de 7 milliards de gouttes. Donc, la prise en compte de l'ensemble de ces ressources. Donc, nous avons eu l'occasion, parce qu'après, il y a partagé ensemble avec nous le texte là. Il y a un tableau. Donc, la prise en compte de l'ensemble de ces ressources présente une autre classification de la répartition du budget par secteur avec encore une prépondérance du secteur de la dette, 19,3%. Ensuite, le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, lui-même qui prend une enveloppe totale qui fait 44,15 milliards de gouttes. Nous allons pour qui ça? Dont 42 milliards, c'est des dépenses d'investissement. Dépenses d'investissement qui peuvent être faites dans EDH, dans travaux publics, c'est beaucoup plus des dépenses qui peuvent être liées à secteur énergie, à EDH, parce que nous connaissons gagner de promesses qui fait, gagner un pile engagement qui prend dans le secteur énergie, bien un pile acquisition qui peut le faire, et nous allons le voir très, très prochainement. Donc c'est ça que fait. Et travaux publics, lui-même, il a un budget d'investissement qui fait 42,9
5 milliards de gouttes. Mais puis gros parti à Jamdino, il va aller dans le financement de l'énergie. Donc le ministère de l'Éducation nationale, enveloppe a fait 29 milliards de gouttes, même des parlé nous, déjà, masse salariale à l'éducation nationale là, nous connaissons qui ça le représenter. Donc, c'est pratiquement le secteur qui gagne plus de monde là-dedans, dans la fonction publique là. Donc, pour l'année qui s'est passée là, dans 19-20, nous avons tout bruit ça a été fait, nous avons régularisé environ 10 000 enseignants. Et 10 000 enseignants nous avons régularisé, nous avons commencé à payer à partir de l'adoption du budget 2019-2020. Mais tout arriéré salaire, nous allons commencer à payer à partir du mois d'octobre là. Et arriéré salaire, c'est des bagages tête chargées parce qu'il y a des gens qui gagnent lettre depuis 2012-2013. Donc là, on cumule ça. Ça a fait nous besoin de mobiliser plus de 5 milliards de gouttes rien que pour payer les arriérés de salaire des enseignants. Donc, après, nous avons le ministère de la Justice qui lui-même prend une enveloppe de 20,6 milliards de gouttes pour le ministère de la Justice. Je vais expliquer les gars, par le renforcement qui va le faire et qui va être très visible au niveau de la police nationale pour garantir la sécurité des vies et des biens et surtout, et nous connaissons nous parlons d'une période qui peut être très agitée, la période électorale, donc qui veut dire la police a besoin des moyens et nous sommes obligés dans le budget ça mettre moyens ça à disposition de la police. Donc, qui veut dire le budget et que nous-mêmes nous allons gagner, nous allons partager ensemble avec nous. Il faut que nous ayons et lecture là, il est supposé faite. Premièrement, nous allons regarder les efforts qui sont faits au niveau du trésor public, c'est-à-dire les recettes que l'État a entrées, qui j'en répartit, qui ça le fait avec. Ok? Donc, l'État, quand même, dans le niveau recettes les entrées, il y a une bonne partie qui est réservée à l'investissement. Donc, bien que l'investissement en général, ce n'est pas l'État, parce que si nous comprenons, la faiblesse des institutions de perception fait que l'État peut jamais arriver à dégager suffisamment de moyens pour lui-même, pour le dire, prendre en compte l'ensemble de ses besoins. C'est-à-dire que si nous faisons un rapport et entre recettes, je dis, avec les dépenses, nous voyons, grosso modo, ça fait environ plus de 50%. Mais l'année dernière, dans le budget nous avons présenté, il était fait environ 60%. Donc là, comprenez bien, il y a des efforts qui sont faits, mais il ne faut pas suffire. Il faut qu'il y ait plus d'efforts qui sont faits pour l'État capable, lui-même moins dépendant de la communauté internationale. Donc, je prends sur moi au moment de faire cette présentation de vous dire que le budget que nous faisons là, nous faisons nous pouvons pas accord avec le Fonds monétaire international. Donc, nous te prenons engagement, il faut que nous présentons le budget au 1er octobre. Le budget à présenter au 1er octobre. Nous allons continuer la discussion avec le Fonds monétaire. Et une fois que nous finissons conclure le programme là avec le Fonds monétaire, ça, nous avons une occasion pour nous refaire, pour nous faire un budget qui peut venir rectifier le budget nous là. Parce que très certainement, il y aura de nouvelles ressources qui vont être mobilisées. Donc, ça va permettre de nous adresser des problèmes que le budget ça n'est pas de temps adressé. C'est un immense plaisir pour moi de participer à cette cérémonie qui consacre l'inauguration des locaux de la Faculté des Nations Unies, la Faculté des Sciences Humaines, dont les travaux de rénovation ont été financés par le gouvernement japonais à travers les fonds de contrepartie KR. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer l'engagement et la diligence des autorités nationales d'avoir pu mener à terme ces travaux en dépit des difficultés des contextes sociopolitiques et sanitaires que connaît le pays ces derniers mois. J'adresse mes chaleureuses félicitations aux différentes parties prenantes, dont le BMPAD, le rectorat de l'Université d'État d'Haïti
et le décanat de la FASCH, dont les efforts conjugués et concertés ont permis la réalisation de cette belle œuvre. C'est un bon exemple de coopération et d'unité qui a porté ses fruits. La cérémonie d'aujourd'hui est un reflet de la multisectoralité de notre coopération avec la République d'Haïti et nous en sommes fiers. Il est néanmoins douloureux de constater que des catastrophes et des crises récurrentes ne cessent de saper les efforts déployés par le pays pour résoudre des problèmes structurels et parvenir au développement durable. Il existe au cours d'une vie rien de plus gratifiant que le sentiment d'avoir travaillé à édifier une œuvre utile, une œuvre de taille destinée à améliorer l'avenir de sa communauté. C'est cette intense satisfaction qui nous anime en voyant aujourd'hui arriver le jour où nous pouvons enfin remettre à la communauté de la faculté des sciences humaines les clés de ce bâtiment rénové qui se dresse et s'impose dans le panorama des édifices universitaires plus majestueux que jamais. La mémoire des hommes s'en souviendra sûrement pendant un certain temps. Mais l'histoire retiendra à jamais qu'un ensemble de femmes et d'hommes de courage ont su mutualiser leur volonté afin de redonner non seulement à l'édifice de la FASCH son prestige architectural, mais aussi à notre jeunesse l'espoir de pouvoir se construire un avenir par l'acquisition de connaissances dans les meilleures conditions possibles. Ces hommes et ces femmes de courage dont les énergies rassemblées ont permis d'aboutir aujourd'hui à cette œuvre grandiose qui nous rassemble toutes et tous ici en cette enceinte, viennent de plusieurs institutions qui nous appartiennent à cette occasion de remercier et de féliciter vivement. Mais par-dessus tout, nous ne pouvons ne pas évoquer la détermination opiniâtre du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, de voir restituer le bâtiment de la faculté des sciences humaines, sa vocation d'élever les jeunes âmes aux vertus de la connaissance. C'est donc ce vœu du chef de l'État qui a su prendre forme aujourd'hui dans notre réalité. Dans ce même registre, il nous revient de saluer la régularité ainsi que la fidélité de la coopération japonaise, qui ne s'est jamais lassée d'apporter son soutien au peuple haïtien. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée